Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode 71, nous passerons en revue la performance des marchés des capitaux mondiaux pour 2024. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, et toi? Ça va très bien, merci. Donc, avant de commencer, puisque c'est notre premier podcast d'année, j'aimerais souhaiter à nos auditeurs une bonne année 2025, pleine de santé et de prospérité. Oui, en effet, François, bonne année à tous nos auditeurs et à leurs familles. Nous leur souhaitons le meilleur. On va commencer l'année par une revue des performances du marché mondial des capitaux pour 2024. Comme d'habitude, les principales données discutées dans ce podcast se retrouvent sur notre page de statistiques de marché, un document que vous pouvez trouver sur notre site web Sujet Capital dans la section des ressources ou directement sur la page de notre équipe sur le site de PWL Capital. On pense que c'est un outil précieux pour suivre la discussion d'aujourd'hui et pour éventuellement examiner et évaluer la performance de vos propres portefeuilles. Je rappelle à nos auditeurs, François, qu'ils peuvent également trouver les performances de nos portefeuilles modèles sur le site web de Sujet Capital dans la section des ressources ou sur la page de notre équipe sur le site web de PWL Capital. On fournira un lien pour les deux avec ce podcast. Oui, en effet, James. Passons maintenant à notre sujet. Après une très bonne année en 2023, les marchés boursiers de 2024 ont poursuivi sur cette lancée de 2023 et ont fait preuve d'une remarquable résilience, affichant des rendements à deux chiffres sur tous les marchés boursiers dans lesquels on investit. Comme d'habitude, au début de l'année, les incertitudes étaient nombreuses. Les experts prévoyaient à nouveau des difficultés pour les marchés, citant des inquiétudes économiques et géopolitiques alors que les tensions restent élevées avec la guerre en Ukraine, l'expansion du conflit au Moyen-Orient et les menaces persistantes de la Chine vis-à-vis Taïwan. Également, les élections présidentielles aux États-Unis étaient une préoccupation majeure à l'approche de 2024, compte tenu des profondes divisions au sein de l'électorat américain. Oui, François, comme tu l'as mentionné, il y avait beaucoup de raisons de s'inquiéter, mais malgré toutes ces incertitudes, 2024 a été finalement une année exceptionnelle pour les investisseurs, ce qui prouve une fois de plus que la plupart des prévisions des experts de marché étaient complètement dans le champ. À ce sujet, Nicolas Bérubé, qu'on connaît bien, de Journal La Presse, a publié le 29 décembre un article intéressant intitulé « Rions des prédictions économiques de 2024 ». Dans son article, M. Bérubé énumère les prédictions pour l'indice S&P 500 de plusieurs grandes institutions financières mondiales. Sur la vingtaine d'institutions citées, aucune ne s'est avérée juste. Environ la moitié d'entre elles ont prédit une année négative ou sans gain pour l'indice S&P 500 et aucune des autres n'est parvenue à prédire avec précision les rendements réalisés de l'indice. Oui, c'est un article intéressant en effet. Chaque année, c'est quand même la même histoire. La plupart des experts de marché se trompent. Personne ne peut prédire les marchés avec exactitude. Sur le plan économique, maintenant, l'évolution la plus importante est que les banques centrales ont réussi à maîtriser l'inflation. La plupart d'entre elles ont commencé à réduire les taux d'intérêt en réponse à la baisse des chiffres de l'inflation. Au Canada, le taux d'inflation est passé de 3,4 à 1,9 %, aux États-Unis de 3,4 à 2,7 et dans la zone euro de 2,9 à 2,4 %. Je pense qu'il est juste de dire maintenant que les taux d'inflation sont sous contrôle car ils sont beaucoup plus proches de l'objectif d'inflation de 2 % visé par la plupart des grandes banques centrales. Cependant, d'après mes lectures, les inquiétudes sur le front de l'inflation sont toujours présentes aux États-Unis en raison des politiques inflationnistes de l'administration de M. Trump. François, j'ajouterais l'incertitude découlant du chaos. Quand on pense à Trump, on pense au chaos de ces mesures proposées par sa future administration, notamment la déréglementation impulsive, les réductions d'impôts et la menace de l'application de nouveaux tarifs douaniers. De nombreux économistes prévoient que ces mesures pourraient
pousser l'inflation à la hausse dans le futur. Ceci dit, comme tu l'as mentionné plus tôt, François, compte tenu des taux d'inflation plus faibles enregistrés l'année dernière, la plupart des banques centrales ont été en mesure de réduire leur taux d'intérêt directeur. La Banque du Canada a réduit son taux cible 5 fois, de 5 à 3,25 La Réserve fédérale américaine a réduit le taux cible des fonds fédéraux 3 fois, de 5,5 à 4,5 et dans la zone euro, le taux d'intérêt directeur a été ramené de 4,5 à 3,15 Ouais. Pour conclure sur l'économie, je pense qu'il est juste aussi de dire que les banques centrales ont réussi leur cycle de resserrement des taux d'intérêt puisqu'ils ont été en mesure de maîtriser l'inflation et d'éviter de faire entrer leurs économies respectives en récession. Aux États-Unis, le taux de croissance du PIB l'année dernière a légèrement diminué, passant de 3,2 à 2,7. Au Canada, le PIB a même augmenté de 1,1 à 1,5 et dans la zone euro, il a augmenté de 0,1 à 0,9 En Chine, le taux de croissance du PIB est loin des niveaux historiques, mais le PIB a quand même augmenté de 4,9 annualisé en 2024. François, je suis d'accord avec toi. Je pense que les banques centrales ont réussi à maîtriser l'inflation et, plus important encore, et contrairement aux prédictions, ils ont réussi un atterrissage en douceur de leurs économies respectives. Pour les mois à venir, la Fed aux États-Unis et la Banque du Canada ont toutes deux laissé sous-entendre dans leur communiqué qu'il y aurait des baisses futures de taux moins nombreuses et moins importantes. C'est particulièrement vrai pour les États-Unis car leur croissance économique reste forte. Leur taux d'inflation, bien que plus faible qu'il y a un an, reste supérieur à l'objectif de 2 et les récents chiffres de création d'emplois ont été très bons. Oui, tu as raison, James, sur ce point-là. On va maintenant regarder les statistiques de marché pour 2024. À titre de rappel, nos statistiques de marché peuvent être consultées sur le site web de Sujet Capital et dans la section de notre équipe sur le site web de PWL Capital. Encore une fois, on va fournir le lien pour les statistiques de marché avec la page du podcast. Donc, on va commencer par le revenu fixe. Les rendements du marché obligataire canadien ont été assez bons l'année dernière. Les obligations canadiennes à court terme ont augmenté de 5,7 pour l'année et le marché obligataire total, qui détient des échéances plus longues, a augmenté de 4,2 étant donné que la Banque du Canada a baissé ses taux et que les prix des obligations ont augmenté, le rendement à échéance de ces deux indices a baissé l'année dernière. L'indice des obligations canadiennes à court terme offre actuellement un rendement de 3,3 et l'ensemble du marché obligataire offre un rendement proche de 3,7 François, je pense qu'on peut maintenant dire que les taux au Canada et aux États-Unis se sont normalisés, entre guillemets, car les courbes de rendement des taux d'intérêt sont maintenant positives et ils ne sont plus inversés. Je pense également que les investisseurs et les emprunteurs devraient se préparer à des taux d'intérêt normalisés plus élevés, car les banques centrales sont peut-être sur le point de mettre un terme à la baisse des taux d'intérêt à moins d'une crise économique imprévue. Ouais, James a mentionné que la courbe de rendement n'est plus inversée. C'est peut-être un peu de jargon là, pour nos éditeurs. Peux-tu expliquer plus en détail ce que ça veut dire? Bien sûr, François. Une courbe de rendement inversée se produit lorsque les taux d'intérêt sur les obligations à court terme sont plus élevés que les taux d'intérêt sur les obligations à long terme avec la même qualité de crédit. Dans le passé, ce phénomène s'est avéré souvent être un indicateur relativement fiable d'une récession économique à venir. Toutefois, elle n'a pas permis de prédire une récession au cours de ce cycle. Aujourd'hui, la courbe de rendement montre que les taux d'intérêt sont plus bas pour les obligations à court terme et plus élevés pour les obligations à plus long terme. Ça donne une courbe à pente positive que de nombreux économistes interprètent comme une normalisation des taux. Pour donner à nos auditeurs une idée de la situation des taux d'intérêt, on regarde normalement les rendements sur les obligations d'État de référence à 10 ans. Au Canada, le rendement des obligations 10 ans ont terminé l'année à 3,3 soit 0,8 ou 80 points de base au-dessus de la moyenne récente sur 20 ans de 2,5 Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a terminé l'année à 4,6 soit 160 points de base au-dessus de la moyenne de 20 ans de 3,0 Oui.
Avec la baisse des taux d'inflation et la hausse des taux d'intérêt sur les obligations, je pense que les investisseurs sont maintenant bien rémunérés pour prendre le risque d'investir dans cette classe d'actifs-là. Ben, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant, François, du côté des actions par rapport à 2024? Comme je l'ai mentionné plus tôt, les actions ont connu une année record en 2024. Tous les principaux indices mondiaux qu'on suit ont enregistré des rendements à 2 chiffres pour l'année. Et c'est la deuxième année consécutive que la majorité d'entre eux affichent des performances aussi bonnes. Alors, François, c'était quoi la performance au niveau des actions canadiennes? Bien, au Canada, le rendement total de l'indice composé S&P/TSX a atteint 21,7 %, atteignant plusieurs nouveaux records en cours de route. Cette solide performance a été généralisée puisque 10 des 11 secteurs ont enregistré une performance positive. Comme en 2023, le secteur des technologies de l'information a ouvert la voie avec une performance époustouflante, si on peut dire, de 45,1 %. Il a été suivi par le secteur financier avec une performance de 31,6 % et par le secteur des matériaux avec 27,3 %. Le seul secteur qui a enregistré une performance négative l'année dernière, celui des télécommunications, avec une performance de moins 16,2 %. Oui, François, mais le pire titre dans ce secteur de télécommunications est en fait un titre qui a souvent été connu comme étant historiquement le plus sûr et qui avait la plus grande capitalisation, c'est BCE, le propriétaire de Bell. Et il a toujours été perçu sécure parce qu'il avait un dividende très élevé. Mais en dépit de tout ça, François, il a vraiment été le pire. Maintenant, François, au niveau du secteur des technologies de l'information, tu as mentionné que c'était le plus grand gagnant au niveau du rendement l'année dernière. Fait que, plusieurs de nos auditeurs pourraient se penser que les titres de croissance ont donc surpassé les titres de valeur en 2024 au Canada. Est-ce que c'est vrai? Ils vont être surpris, James, de savoir que les titres de croissance à grande et moyenne capitalisation ont affiché une performance plus basse de 19,9 % contre 26 % pour les titres de valeur. Maintenant, on va regarder les actions à petite capitalisation. Elles ont également surpassé les actions à grande et moyenne capitalisation avec une performance de 21,9 %. Je rappelle ici à nos auditeurs qu'on met toujours l'accent sur les performances des actions de valeur et des petites capitalisations, car dans les portefeuilles de nos clients, on a un biais vers ces deux classes d'actifs en utilisant principalement des fonds de la firme Dimensional. Oui, François, j'ajouterais pour nos auditeurs qu'il est important de comprendre qu'une partie de nos portefeuilles diverge des indices des titres de grande capitalisation boursière, puisque l'on investit dans les actions de valeur et de petite capitalisation. Le raisonnement est que ces actions ont des rendements espérés plus élevés sur le long terme. François, parlons maintenant de ce qui s'est passé sur les marchés boursiers américains. Eh bien, une fois de plus, James, on a enregistré des gains très impressionnants sur les actions américaines. L'ensemble du marché américain a gagné 23,8 % en dollars américains, mais en dollars canadiens, puisque le dollar canadien a perdu du terrain par rapport au dollar américain, la performance était beaucoup plus forte, à 34,3 %. Le momentum des actions de croissance à grande et moyenne capitalisation s'est poursuivi avec une augmentation remarquable de 44,7 % l'année dernière. Ça, c'est en dollars canadiens. Les actions de croissance à grande et moyenne capitalisation continuent de dominer les actions de valeur qui, elles, ont enregistré un rendement de 24,1 %. Ça aussi, c'est en dollars canadiens. Eh bien, François, les actions de croissance à grande et moyenne capitalisation, et en particulier les 7 magnifiques, continuent de dominer. La performance des titres de valeur n'est pas trop mal non plus avec 24 %. Sur ce point, je pense qu'il est juste de dire que les rendements exceptionnels des titres de croissance sont vraiment une anomalie. Les actions de type valeur avec cette performance de 24 % ont quand même très, très bien performé. Je suis d'accord avec toi, James. Les actions de croissance de grande et moyenne capitalisation ont produit des rendements qui sont tout simplement exceptionnels. Si on regarde notre page de statistiques de marché, on peut voir qu'elles ont généré un rendement de près de 12 %, ça c'est en dollars canadiens encore, au cours des 30 dernières années. C'est
tout à fait ahurissant, là, ce type de performance là, sur 30 ans. Ce rendement est bien supérieur au rendement espéré de cette classe d'actifs-là à long terme. Ce que les investisseurs doivent garder en tête, c'est que les valorisations maintenant de ces actions de croissance à grande et moyenne capitalisation sont très élevées par rapport aux normes historiques. Je suis d'accord avec ce commentaire, François. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter au sujet de la performance des actions américaines en 2024? James, dans les marchés américains l'année dernière, l'histoire a été encore marquée par le momentum des actions liées au domaine de l'intelligence artificielle. Le secteur des services de communication et de la technologie ont été les plus performants. Ils ont été principalement portés par la performance des 7 magnifiques. Je vais clarifier pour nos auditeurs. Les 7 magnifiques sont les 7 plus grandes compagnies américaines en termes de capitalisation boursière. Ces 7 compagnies sont les suivantes. Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta Platforms, anciennement connu sous le nom de Facebook, Microsoft, Nvidia et Tesla. Oui, tout à fait juste, James. Puis en tant que groupe, leur performance moyenne l'année dernière a été de 60,5 %. L'action la plus performante de ce groupe a été Nvidia avec une performance de 171 %. Et la moins performante a été Microsoft avec un rendement de 12 %. Microsoft est le seul de ces titres-là à avoir sous-performé l'ensemble du marché américain l'année dernière. La firme Dimensional a effectué une analyse un peu plus approfondie des rendements des actions du S&P 500 et les 493 autres actions qui sont dans le S&P 500 ont généré un rendement de 12,8 % en dollars américains l'année dernière. Le poids de la capitalisation boursière de ces 7 magnifiques a aussi continué à croître l'année dernière. Elle représente maintenant 34 % de l'indice S&P 500 et même mondialement, elle représente maintenant 19 % de l'indice mondial MSCI. François, ces 7 magnifiques se sont si bien comportés que je suis vraiment pas surpris par leur domination actuelle, pas juste dans l'indice américain, mais dans l'indice des actions mondiales. Ouais. La question qui se pose ici, François, est de savoir, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? James, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter. La concentration des titres à grande capitalisation dans les titres à grande capitalisation est un phénomène qui s'est déjà produit dans le passé, mais peut-être pas de cette amplitude. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que les investisseurs doivent rester diversifiés au niveau mondial pour réduire cette concentration. Je pense que le biais vers les titres de valeur et les titres de petite capitalisation que j'ai mentionné précédemment est également un bon moyen d'atténuer une partie de ce risque de concentration. François, c'est très bien dit. J'ajouterais à tout ça que c'est la 2e année consécutive que l'indice S&P 500 a généré un rendement supérieur à 20 %. On n'a pas vu ça depuis 1997-1998. Qu'est-ce que ça présage pour les rendements de 2025? James, est-ce que tu essaies de me piéger en me demandant de faire une prédiction ici, là? Absolument, François, t'es bon là-dedans. Oui. Eh bien, James, tu sais que je ne vais pas tomber dans le piège là, d'essayer de faire des prévisions. Cependant, ce que je peux dire, Ben Carlson, dans son blog A Wealth of Common Sense, a commenté justement ce sujet. Il indique que depuis 1928, il y a eu 3 occasions où le S&P 500 a enregistré des rendements consécutifs supérieurs à 25 %. Ça s'est produit dans les années 30, dans les années 50 et dans les années 1990. Les rendements annuels qui ont suivi ont été terribles en 1937, lorsque l'indice S&P 500 a enregistré un rendement négatif de moins 35 %. 2, ce qui dit décent en 1956, lorsque l'indice a enregistré un rendement de 7 %. Et 3, excellent en 1999, lorsque l'indice a enregistré un rendement de 21 %. Donc, son point de vue est donc que l'histoire des rendements passés des marchés n'est pas très utile pour nous éclairer pour 2025. Je suis d'accord avec les propos de Ben Carlson, François. Maintenant, je pense qu'on devrait discuter de ce qui s'est passé avec les actions internationales dans les marchés développés et les marchés émergents.
D'accord. Les marchés développés internationaux ont également connu une bonne année. Pas aussi bonne que dans les actions nord-américaines, mais tout de même très bonne. Les actions à grande et moyenne capitalisation ont eu un rendement de 11,3 %. Ça, c'est en monnaie locale. En dollars canadiens, le rendement a été supérieur d'environ 1,3 points de pourcentage à 12,6 %. Cependant, contrairement aux États-Unis, les actions internationales de type valeur à grande et moyenne capitalisation ont surpassé les actions de croissance avec un rendement de 14,7 % contre 10,7 % pour les actions de croissance. Les actions à petite capitalisation se sont également bien comportées, mais restent toujours à la traîne par rapport aux actions de grande et moyenne capitalisation avec une performance de 10,5 %. Les marchés émergents ont connu une année encore meilleure avec une performance de 17,2 % pour les titres à grande et moyenne capitalisation. Les titres de croissance à grande et moyenne capitalisation, elles, ont surpassé les titres de valeur et les titres de petite capitalisation ont sous-performé les titres de grande capitalisation. Pour conclure avec les actions internationales, James, nos auditeurs se souviendront peut-être que j'ai mentionné plus tôt dans le podcast le conflit au Moyen-Orient et les tensions entre la Chine et Taïwan. Et bien que ça peut surprendre nos auditeurs, Israël et Taïwan, qui sont au milieu des conflits, ont été les deux indices des marchés internationaux les plus performants l'année dernière avec des performances respectives de 46 et de 40 %. François, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé sur les marchés des capitaux en 2024, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs? Eh bien, James, ce que les investisseurs doivent faire en premier lieu, c'est de prendre leurs profits et rééquilibrer leur portefeuille en fonction de leur répartition d'actifs. Ça favorise la préservation du capital car vous vendez vos actions qui sont des actifs volatiles pour acheter des obligations qui servent à stabiliser votre portefeuille. Vous allez donc ramener votre portefeuille à un niveau de risque que vous pouvez tolérer. Il ne faut pas oublier non plus de rééquilibrer la partie actions de son portefeuille. Les actions américaines ont tellement bien fait qu'elles pourraient être surpondérées par rapport aux actions canadiennes, internationales et des marchés émergents. Enfin, n'oubliez pas qu'à long terme, les marchés des actions produiront des rendements positifs, mais qu'historiquement, les marchés des actions sont en baisse environ 25 % du temps. Je ne sais pas si 2025 sera l'une des années à la baisse, mais la seule chose dont je suis certain, c'est que les marchés vont être volatiles à l'avenir comme ils l'ont toujours été. Merci François pour cette mise à jour. On rappelle à nos auditeurs qu'ils doivent maintenir un état d'esprit d'un investisseur axé sur le long terme. Ça veut dire de rester discipliné et concentré sur leurs objectifs à long terme et d'éviter de se laisser emporter par les bruits des médias financiers. Puis on le sait, quand on fait des revues annuelles, ce qui vient de se passer, on peut tomber dans la trappe de le biais de récence. Alors, méfiez-vous et gardez l'esprit de l'investisseur axé sur le long terme. Bien dit, James. Merci d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 71e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 20 février. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt!